une représentation de la Terre dans les cultures celtes, pour vous montrer surtout l'anxiété d'un monde où ce soleil pourrait se faire prendre dans les glaces. Vous voyez, je m'emballe et puis je ne suis pas du tout le plan que j'avais prévu de faire. Alors, finalement, on arrive avec une situation suivante, c'est que le monde a des résonances, le monde a des dialogues entre ces différentes strates, le monde a toujours plus ou moins voyagé, puis tout d'un coup, avec la science et avec Newton en particulier, alors là, les choses vont se rigidifier. Là, c'est vrai que le dialogue, la mobilité, les informations, si vous voulez, qui vont circuler, là, ça prend un coup dans l'aile avec Newton. On voit son portrait ici, ou bien alors le très beau travail qu'a fait Blake représente Newton comme une sorte de démiurge, de héros antique qui règle tout le système du monde et toute la confusion et tous les problèmes du monde, parce qu'il y avait quand même une anxiété dans le monde, hein, depuis Galilée et d'autres. C'était que toutes ces monstruosités, tout ce qui n'était pas logique finalement, il y avait quand même beaucoup de choses qui échappaient au ça. Newton arrive et va vraiment créer une chape de déterminisme qui est incroyable. Lui, et puis Laplace en France, le mathématicien, vont vraiment, si vous voulez, mettre en place un système qui fait qu'aujourd'hui est la conséquence d'hier et finalement la cause de demain. Alors ça, c'est du pur déterminisme. Ça a eu des répercussions sur le plan des arts, ça a eu des répercussions sur le plan de la morale, sur toutes les sciences dites molles par rapport aux sciences dures, mais c'est vrai qu'il y a derrière l'approche newtonienne un déterminisme terrible. Voilà la place. C'est pas après moi qui en a. Non. Ah si, c'est mon chien. C'est parce que tu manges une banane. Donc la situation était la suivante. Avec Newton, on était rassuré. Il y avait une sorte de ronron. Voilà, tu fais ça, tu auras ça. C'est le résultat de ce qui a été proposé. Puis tout d'un coup, on voit apparaître des scientifiques dans le début du XXe siècle, notamment des mathématiciens comme Henri Poincaré. Et alors là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe parce qu'ils vont émettre des hypothèses qui ébranlent l'univers newtonien, qui ébranlent la montagne newtonienne, et montrer que finalement, le déterminisme en science ne tient pas la route. Qu'il y a, si vous voulez, des échappées. Les météorologues, par exemple, la météorologie, vous savez, c'est le fameux effet papillon, que le battement de l'aile d'un papillon peut provoquer sur un autre continent une tornade, avec Lorentz, par exemple. Mais bien d'autres vont tout d'un coup se ranger aux côtés de ceux qui sont des détracteurs de Newton. Et ceux qui sont les plus fameux aujourd'hui et qui tiennent le devant de la scène scientifique, ce sont les chaoticiens. C'est-à-dire ceux qui ont introduit de nouveaux systèmes qui sont les systèmes du chaos. Alors, qu'est-ce que le système du chaos? Peut-être que le plus fidèle représentant en France serait peut-être en mathématiques Benoît Mandelbrot, avec ses expériences de la fractale et de la multifractale. C'est justement d'échapper à cette rigueur newtonienne, d'échapper à ce déterminisme et créer une toute autre géométrie, une toute autre façon d'aborder la science, une toute autre façon de voir le monde. Alors, vous imaginez bien que les théories de Newton étant ébranlées, la brèche va s'ouvrir de plus en plus, les différentes approches quantiques du monde, ou bien différentes approches, je vous renvoie à des théories comme la vibration de la matière et autres, fait que le monde est aujourd'hui extrêmement lointain de ce que l'on imaginait.
Et on est dans une situation qui me semble proche de la situation du XVIIe siècle, où finalement, nous avions des certitudes, et elles sont en train de s'ébranler une par une, le monde est en train de fuir, alors on dit déjà d'un côté qu'il se désenchante, ce sont toutes les théories du désenchantement du monde, mais en plus le monde n'est plus tel que l'on l'avait conçu jusqu'à maintenant. Donc je crois qu'on est une génération qui est extrêmement proche de la génération angoissée du XVIIe siècle. Alors, ils s'en sont bien tirés, hein, les Caravage et autres ont été quand même des grands peintres. Il y a, c'est sûr, je crois, une constante, il me semble, c'est que le XVIIe siècle, si on voulait un petit peu maintenant faire dialoguer les deux époques pour voir comment par rapport à la mise en place de systèmes scientifiques qui ont parlé à des artistes, les choses peuvent se ressembler, il me semble qu'il y a un point commun entre les deux, c'est qu'il y a eu un retour à une forme de réalisme. C'est-à-dire que les systèmes de l'image à la fin du XVIe siècle étaient des systèmes maniéristes. En gros, il y avait toute une idéalisation à l'époque des grands de la Renaissance, Léonard, Michel-Ange, Raphaël. Et puis, on était allé au-delà de l'idéalisation en maniérant les corps. On ne pouvait pas faire mieux, donc on a maniéré. Et puis je crois que des coups violents, notamment les pestes, ont tellement affaibli le corps, comme le corps social, qu'on est revenu avec plus de force encore à la réalité de l'image du corps. C'est la génération de Caravage qui va vraiment bénéficier, si vous voulez, de ce retour du corps et installer le retour du corps.